recevons ce soir ce globe-trotteur vidéaste qui a décidé de changer de vie pour partir à la rencontre des cultures du monde et plus particulièrement dans une réflexion sur l'accès à l'éducation dans les régions reculées. Une aventure qu'il partage avec nous ce soir. Emile Ksewar, bonsoir et bienvenue sur Chaîne Inter. Bonsoir Tiffany, merci de m'accueillir. Alors c'est une grande aventure qui commencera la semaine prochaine avec tout un parcours qu'on détaillera au long du café culturel, et c'est une aventure qui va se situer en Amérique latine et en Amérique du Nord également. Donc vous allez parcourir plusieurs endroits, plusieurs lieux. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire l'objectif de ce long périple? D'accord, bien sûr. En fait, l'objectif principal est un objectif de découverte de culture que je ne connais pas jusque-là. Il y a un objectif de voyage en lui-même, donc pour voyager pour voyager. Mais il y a des motivations derrière qui ont fait que j'ai choisi, on va dire, de faire une pause et de tout plaquer sur la vie routinière et régulière que j'avais pour attaquer quelque part une vie que je ne connais pas. Donc la principale motivation était d'aller à la rencontre d'acteurs dans le domaine de l'éducation, raconter leurs histoires, parler des personnes elles-mêmes derrière ces initiatives, et puis raconter leurs challenges, leurs succès, et quelque part inspirer les gens qui sont dans leur canapé en train de se dire que je veux faire quelque chose, mais qui ont besoin d'un exemple concret d'idées qui ont réussi. Est-ce que ça va être sur le mode du reportage? Vous allez vous transporter d'un lieu à l'autre et nous faire voir ce que vous voyez, vous, également, surtout en ce qui concerne l'éducation? Exactement, le thème principal sera l'éducation, et je réaliserai pas mal de reportages, j'espère un par pays, où je trouverai une école qui d'une certaine manière se différencie par son histoire, par sa méthodologie, par un des thèmes, mais qui arrive à avoir une vraie valeur ajoutée dans la région où elle opère. Alors, vous avez toujours eu cet intérêt pour le monde de l'éducation. C'était une idée qui existait déjà chez vous. Et ensuite, il y a eu plusieurs rencontres qui vous ont conforté dans cette direction. Et ce sont des rencontres que vous avez effectuées notamment dans les montagnes du Haut-Atlas, de la région d'Azelal et surtout dans le village d'Agouti dans la vallée d'Eit Bougmez. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé et qui vous avez rencontré? Bien entendu. Au fait, déjà, je me rappelle très très bien quand j'étais gamin, on voyageait avec mes parents, et puis sur le bord de la route, on voyait des enfants de 5, 10 ans peut-être, qui marchent sur le bord de la route avec leur petit cartable qui pèse peut-être autant qu'eux. Et à chaque fois qu'on s'arrêtait, ils nous demandaient deux choses. Soit un stylo, soit un dirham. Et ce dirham, c'est certainement pour acheter le stylo qu'on peut pas leur donner. Donc avec ma sœur, on a beaucoup été touchés. On a appris pas mal on va dire, on a appris à avoir de l'empathie envers ces personnes qui n'ont peut-être rien dans la vie, alors que nous, on était confortablement installés à Rabat, on était bien éduqués entre guillemets dans le sens académique du terme. Avec un confort, oui. Exactement, il y avait un confort, un vrai confort. Et puis voilà, ces enfants, je n'ai pas cessé moi, je grandissais, puis ces enfants, à chaque fois, je les voyais. À chaque fois que je voyageais dans la région de l'Orica ou d'autres régions montagnardes du Maroc, à chaque fois, c'était ce même spectacle. Et puis là dernièrement, je suis monté au Haut-Atlas, donc dans la vallée d'Eit Bougmez, et j'ai rencontré M. Brahim Mansouri, président de l'association IGREM, qui avec son association a créé une école au milieu de nulle part, on peut dire ça. C'est une école maternelle parce que on va dire le ministère de l'Éducation nationale a créé une école primaire. Par contre, les élèves arrivaient sans base, sans aucune connaissance précise. Et puis, il y avait le stress à 6 ans ou 7 ans, le stress d'être dans une... Pour la première fois. Voilà, pour la première fois dans une salle de classe. Et donc, leur idée, c'était de les préparer, d'avoir des élèves qui arrivent au primaire avec déjà une préparation préalable, et pour qu'ils puissent directement commencer à apprendre et ne pas apprendre à apprendre.
Alors quand il s'agit d'écoles comme ça qui sont un petit peu isolées, avec des habitations qui n'ont pas forcément accès ou un accès facile à ces écoles-là, il y a toute une façon de fonctionner qui s'installe. On y va un certain nombre de jours ou à des heures précises. Est-ce que c'était le cas également pour cette école primaire? Alors pour cette maternelle, pardon. Pour l'école maternelle, non, ils ont un rythme vraiment normal. Alors l'école maternelle accueille principalement les élèves du village et du village juste à côté. C'est-à-dire que ils n'ont pas non plus pour vocation d'accueillir tous les élèves du village, mais c'est vrai qu'il y a d'autres villages dans la même vallée qui manquent encore jusqu'à aujourd'hui d'éducation maternelle. Alors ça, c'était la première rencontre. Et puis il y a eu également la rencontre avec la fondatrice et présidente de l'association Teach for Morocco. Il s'agit cette fois de Maha Lazeri. Tout à fait. Alors Maha Lazeri, c'est grâce à elle déjà que j'ai connu Monsieur Brahim Mansouri. C'est une personne à qui est installée aujourd'hui à New York. Donc elle gère tout ça Outre-Atlantique, à distance, exactement. Oui. Et du coup, en fait, on a pas mal discuté. En fait, l'association Teach for Morocco était celle qui a équipé l'école maternelle, qui a formé l'enseignante. Et donc c'est une structure, on va dire, qui ne construit pas d'école, mais qui vient en aide à tous ceux qui construisent des écoles et puis qui les forment, leur donne des équipements, etc. Très bien. Et là, vous vous rendez compte également qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le monde de l'éducation pour favoriser, enfin, beaucoup de personnes entre guillemets, il y a beaucoup de bonne volonté aussi. Et c'est une troisième rencontre, cette fois, une rencontre par rapport à une école qui a été créée dans ce lieu-là. Exactement. Donc là, c'est une belle histoire comme celle que je voudrais raconter en Amérique latine. C'est une Allemande qui est venue en vacances au Maroc. Elle est tombée amoureuse de la région, puis d'un homme, son guide. Et vu qu'ils se sont installés, ils ont eu des enfants. Quelques années plus tard, ils ont voulu les faire entrer à une école. Donc ils ont été confrontés au choix de l'école. Aucune école présente ne les satisfaisait par rapport à la qualité on va dire, de l'enseignement qui est accordé. Donc, à un moment, ils se sont décidés de fonder leur propre école pour leurs enfants. Donc, ça partait de cette idée-là. Ensuite, ils sont rentrés avec une école en Suisse qui s'appelle la Scuola Vivante. Et donc, c'est eux qui leur ont permis d'avoir des sponsors pour pouvoir construire l'école. Ouais. Et puis c'est une école privée donc qui coûte 250 dirhams par mois. Par contre, ils ont une grande partie, la majorité de leurs élèves sont des boursiers. Donc, mais ils ont pris en compte on va dire les besoins spécifiques. Ils ont installé un équilibre. Exactement. Donc voilà, au final, ils ont une école qui suit le programme académique normal, mais qui travaille beaucoup sur l'art, sur l'international. Donc ils ont vraiment su diversifier leur programme scolaire et ne pas se calquer uniquement sur ce que demande le ministère de l'Éducation nationale. Alors là encore, ça a été déjà l'occasion de filmer un entretien, notamment avec Brahim Mansouri. Ça va être la même chose, comme vous nous l'avez dit, entre l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. C'est un parcours que vous envisagez d'Ushuaïa à Montréal en 8 mois. Comment est-ce que vous avez décidé des diverses étapes que vous allez couvrir pour votre parcours? Écoutez, entre nous, j'ai vraiment deux checkpoints nécessaires. Le premier, c'était le carnaval de Rio, et le deuxième, c'était le festival Burning Man aux États-Unis. Donc tout le reste, c'est adapté. Donc je devais faire mon départ le 15 décembre. d'Ushuaïa. Oui. J'ai vu que ça n'allait pas le faire, donc j'ai décalé mon départ au 4 février. De Rio, un peu sur le modèle du Paris-Dakar qui commence un peu n'importe où. Oui. Et donc je commence par Rio, je descends jusqu'à Ushuaïa, en passant par le Paraguay, l'Uruguay et l'Argentine. Ensuite je remonte par la Patagonie, entre l'Argentine et le Chili. Je longe le Chili par la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, le Venezuela. Donc c'est vraiment, je vais essayer de faire la grande majorité des pays d'Amérique continentale.
quelques îles si j'arrive aussi à me le permettre. Oui. Et donc voilà, le choix des dates, on va dire, se fera. Je laisse quand même pas mal d'improvisation dans mon voyage. Voilà, c'est de l'organisation, mais il y a quand même des choses qui ne sont pas encore planifiées à l'avance. Vous vous êtes également renseigné certainement sur les écoles que vous allez voir sur place. Alors oui, pour cela, moi-même j'ai été membre d'une association internationale, une organisation internationale qui s'appelle l'ISEC. Et donc à l'époque, c'était une association. En fait, c'est une association qui est dans 130 pays. Et donc, à l'époque, je travaillais comme membre actif. Là, je suis ancien membre, mais je suis encore en contact avec certains membres de l'association qui me mettent en contact avec leurs partenaires un peu partout. D'accord. Et donc c'est principalement grâce à cette association que je vais pouvoir me mettre en contact avec les écoles et les entrepreneurs sociaux derrière. Alors, comment est-ce que ça se passe quand on est... Parce que avant de commencer cette aventure, vous êtes chef de projet dans une grande multinationale. Comment se produit ce déclic qui fait qu'on dit, je change tout, je laisse tomber ça et maintenant je prends ma valise et je vais voir le monde, surtout dans le but de le montrer également aux autres? Mais écoutez, franchement, jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines personnes qui me disent Amine, vraiment, il faut du courage pour faire ce que tu as fait. Quand ça se passe très très bien, oui, en effet. Pour moi, ça se passait franchement plutôt bien. Simplement, à un moment, c'est vrai qu'au travail, je n'avais plus cette niaque de me réveiller tous les matins et d'aller au travail avec un grand plaisir, on va dire. Donc, c'était plutôt facile, une décision facile. J'aurais peut-être eu plus besoin de courage de garder cette vie-là que de changer de vie. Donc le voyage était ma passion depuis un petit moment. Simplement maintenant je vais passer un peu du statut de touriste à un statut de voyageur. Ce sera ma principale activité. Un voyageur participatif, puisque c'est aussi pour montrer l'accès à l'éducation dans les régions reculées. Qu'est-ce que vous attendez de ces 8 mois de parcours? Beaucoup de découvertes. Déjà, j'imagine que ça paraît comme ça bateau à la radio, mais c'est de la découverte de soi. On a beau dire qu'on va aller découvrir les autres, c'est vrai qu'à certains moments, je chercherai à me retrouver seul, peut-être seul avec la nature aussi, vraiment pour me vider la tête, me poser des questions existentielles. J'imagine que ça se passera, puisque là, je suis encore, on va dire, dans le stress de la préparation, en train de me poser toutes les questions pour que ça se passe bien là-bas, mais une fois là-bas, je pense que je me retrouverai beaucoup plus avec moi-même et donc voilà, des découvertes, des personnes. J'aimerais partager aussi avec les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et sur mon blog. Donc plein de thèmes. Donc j'aurai des thématiques que j'aborderai sur la cuisine, la culture, la nature, les religions, l'artisanat. Donc j'essaierai vraiment avec mon appareil photo et ma caméra de capturer des moments authentiques à partager avec tout le monde. Et donc après ces 8 mois de voyage, tout ce matériel que vous aurez emmagasiné, récupéré, qui seront vraiment des instantanés sur place, vous allez en faire quoi? Déjà, je le partagerai au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'aimerais pas que les gens qui m'écoutent aujourd'hui se disent c'est dans 10 mois qu'on va commencer à voir le fruit de son voyage. Non, pour les personnes qui sont abonnées à mon compte Facebook ou Instagram, dès le 5 février, ils verront les premières photos du carnaval, et puis au fur et à mesure, il y aura vraiment des histoires que je raconterai, et bien sûr à la fin, j'espère un petit récapitulatif de tout ça, soit en format documentaire ou livre, je ne sais pas, mais je ne me pose pas la question pour le moment. Avec un départ qui est prévu la semaine prochaine, donc très vite on va pouvoir voir le fruit de ce voyage, de cette découverte, et un premier stop qui se fera donc à Rio. Tout à fait, Rio de Janeiro comme premier stop pour commencer avec le carnaval. Et donc je voudrais juste préciser que ce voyage d'Ushuaïa à Montréal, ce sera, j'espère, la première étape d'un deuxième grand voyage qui si tout se passe bien, m'emporterait de Wellington jusqu'à Jérusalem, Al-Quds. Donc c'est l'idée. Bon, ce sera toujours une idée jusqu'à ce que je revienne, et puis je commencerai à préparer si jamais tout se passe bien, si jamais je vois que cette vie me convient. J'espère que je pourrai traverser toute l'Océanie, l'Asie, et puis on verra. Dans la même optique, avec un accent mis sur l'éducation et l'accès à l'éducation dans les régions reculées. Toujours.
C'est vraiment avec l'éducation comme thème principal. Si le voyage se fait, ce sera le cas, oui. Ce sera comme ça. Et nous vous suivrons dans vos différentes étapes. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour en parler. Emile Ksewar. Merci beaucoup à vous, et puis j'espère que ceux qui auront suivi ces 15 minutes auront l'idée de me suivre sur les réseaux sociaux. Et on vous souhaite un bon voyage. Merci à vous. À 18h47.